Alors, nous allons commencer. Merci beaucoup d'être là, aussi nombreux pour assister à cette journée autour du livre audio. En effet, c'est rare. Et en plus, c'est intéressant aujourd'hui puisque c'est donc une journée interprofessionnelle. Je remercie d'ailleurs l'agence Éclat Aquitaine de m'avoir sollicité pour modérer cette table ronde. Je me présente donc Julie Gatineau, je suis directrice de la médiathèque d'Évry. Si je suis présente aujourd'hui, c'est donc parce que j'ai rédigé, lors de ma formation de conservatrice territoriale, un mémoire intitulé « Le livre audio, quel destin pour un objet hybride en bibliothèque ». Et j'ai donc l'honneur d'être la modératrice de cette première table ronde. Nous ouvrons aujourd'hui la journée autour de la question de l'édition du livre audio. J'ai vu donc que depuis 2015, il y a même une commission livre audio au sein du syndicat national de l'édition, qui a d'ailleurs donc publié récemment cette étude dont vous avez entendu parler, je pense, sur les pratiques du livre audio en France, que vous présenterez, je crois, Valérie, cet après-midi. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus de 50 éditeurs de livres audio en France, jeunesse et adultes, et que ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et pour cette table ronde, nous aurons donc la chance d'en interroger 3 d'entre eux. Donc Christine Villeneuve, qui est co-directrice des éditions des femmes Antoinette Fouque, maison d'édition qui a créé en 1980 la première collection d'édition de livres audio en France, intitulée Écrire, entendre, puis après la Bibliothèque des voix, qui comprend aujourd'hui, je crois, 150 textes lus, par leurs auteurs ou par des comédiens de premier plan comme Fanny Ardant, Nathalie Sarraute, Françoise Sagan ou Catherine Deneuve. Puis Valérie Lévy-Soussan, qui est directrice de la maison d'édition Audioli, qui a été créée en 2008, qui est plutôt dédiée aux productions d'œuvres littéraires contemporaines ou en lien avec une actualité de la littérature. Et enfin, Patrick Mahadeb, directeur de Sonobook, une maison d'édition indépendante de livres sonores installée à Bordeaux, je crois, créée en 2006 et qui adapte les grands textes de sciences et de littérature contemporaine aussi et classique. Donc, dans un premier temps, j'aimerais qu'on évoque ensemble l'origine de chacune de ces maisons d'édition, la raison de leur création et qu'on puisse retracer un peu leur historique. Puis, dans un deuxième temps, évoquer ensemble qu'est-ce que produire un livre audio, quels sont les aspects techniques de la production d'un livre audio, avant de nous intéresser peut-être aux perspectives de l'édition de livres audio en France. Donc, Christine Villeneuve, si vous voulez bien commencer par nous raconter l'origine de la Bibliothèque des voix. Donc voilà, Antoinette Fouque en fait a créé les éditions des femmes en 73 avec des premières publications en 74. Donc à la différence de mes collègues, c'est une maison d'édition au départ qui donc, est une maison d'édition de livres donc une maison d'édition engagée du côté des droits des femmes, issue du mouvement de libération des femmes qu'elle avait cofondé en 68 et elle-même venant d'un milieu populaire avec une mère analphabète et un père marin et qui a toujours, s'est hissée, disons, socialement, a fait des études littéraires, a été lectrice aux éditions du Seuil et un parcours, donc, je dirais, d'intellectuel, et qui a toujours eu ce souci de ne pas refouler l'oral en publiant de l'écrit. Et notamment par rapport à son milieu d'origine, la culture dont elle venait, qui est une culture riche, mais orale, avec, donc, je précise, un père corse et une mère d'origine calabraise. Et donc, elle a eu cette idée à un moment donné, en 80, de publier une collection, de réaliser des livres audio, et notamment par rapport à sa mère qui parlait beaucoup de ses rêves. C'est une tradition un peu culturelle qui s'est transmise et qui ne pouvait pas accéder aux grands textes littéraires, mais qui en même temps en aurait eu le goût. Et c'est cette idée, donc cette première idée de faire des livres audio, donc pour lui permettre d'entendre des grands textes. Voilà, c'est comme ça qu'est née la collection. Par ailleurs, elle avait vécu un peu aux États-Unis où les livres audio existaient déjà. Et voilà, de l'un et l'autre ont fait qu'elle a créé cette première collection en 80
avec quelques titres très emblématiques, qui sont toujours des titres importants dans le catalogue des éditions des femmes, notamment La jeune fille et l'enfant, lu par Marguerite Duras elle-même. Et donc, qui a commencé de manière très modeste, hein, avec des cassettes, des petites cassettes qu'on faisait à l'époque. Et la collection a évolué au fil du temps. Et en fait, est assez éclectique. Comporte à la fois des textes lus par leurs auteurs, ça représente à peu près 40% du catalogue de la maison, des grands auteurs, hein, et qui, au fil du temps, deviennent quasiment des archives patrimoniales, enfin sonores, dans la mesure où, malheureusement, ces auteurs décèdent. Et donc, on peut donc entendre, je l'ai dit, Marguerite Duras, mais également Françoise Sagan, Julien Gracq, Jacques Derrida, enfin, voilà. Et puis également des textes qui sont lus, interprétés par des comédiens ou des comédiennes de premier plan. L'idée, c'est que la littérature contemporaine soit lue par les auteurs et les textes classiques ou du patrimoine culturel lus plutôt par des interprètes. Voilà en gros ce que je peux dire sur la collection aujourd'hui. Il y avait donc une dimension assez féministe et aussi une croyance en la valeur aussi esthétique de la voix au départ de la création de la Bibliothèque des Voix. Oui, alors c'est vrai que engagé du côté des droits des femmes, évidemment, la vie des femmes étant multiple, comme chacun sait, c'était aussi l'idée de permettre à des femmes qui manquent de temps de pouvoir entendre des textes en faisant autre chose, notamment les activités domestiques, le repassage, etc. C'était cette idée aussi, voilà. Et puis, quand même, d'un point de vue, je dirais vraiment, c'était de réconcilier l'oral et l'écrit, c'est-à-dire de ne pas, c'était vraiment l'idée de ne pas refouler l'oral dans l'écriture et donc créer à côté des publications écrites cette collection de textes enregistrés, de textes lus, voilà. Mais la collection n'est pas spécialement je tiens à préciser que la collection comporte à la fois des textes d'hommes et de femmes et pas seulement de la littérature dite féministe ou de femmes. Hein. Il y a d'ailleurs des très beaux textes d'Antoinette Fouque sur ce sujet, sur la création de la Bibliothèque des Voix, sur votre catalogue aussi, des extraits. Valérie, si vous voulez nous présenter la création d'Audiolib. Bonjour. Alors, Audiolib, en fait, a été créé fin 2007 et s'est lancé en 2008, donc il y a bientôt juste 10 ans. Et en fait, nous, on répondait vraiment à une démarche éditoriale, enfin de production, d'études sur le marché. On voyait donc depuis la moitié des années 2000 à peu près, 2004-2005, que dans les pays qui nous entouraient, le livre audio commençait à vraiment se développer. Et se développait avec des usages mobiles, etc. En Allemagne notamment, donc tout près de nous, mais en Angleterre, aux États-Unis, il commençait à prendre un essor assez fort, aussi aidé par la technologie. À l'époque, il n'y avait pas encore... c'était le début des téléphones mobiles, c'était le début des iPods, c'était le... Voilà, on commençait à avoir des moyens d'écoute en mobilité qui sortaient effectivement le livre audio de l'écoute classique en voiture ou chez soi, etc. Toujours est-il qu'il y avait ce marché autour de nous qui démarrait. Et on s'est dit qu'en France, il y avait quelque chose à faire, mais qu'il y avait deux écueils. Le premier, effectivement, l'usage était beaucoup moins installé que dans les pays, d'autres pays européens ou nordiques, où l'usage est très très fort. Et donc, cet usage était moins installé. Aussi, donc, l'offre était moins développée. C'est-à-dire que forcément, quand le livre audio, où il y avait effectivement un certain nombre d'éditeurs historiques, mais des éditeurs souvent qui étaient plutôt patrimoniaux, où voilà, on ne trouvait pas la variété de l'offre qui se développe en fait quand on peut produire et quand on peut trouver le public et quand on peut donc amortir. On va parler de l'édition après, mais d'amortir une édition audio. Et donc, l'idée, c'était quand même de se dire, bon voilà, il faut, si on veut que le marché se développe, etc., il faut augmenter l'offre, augmenter la variété de l'offre, travailler sur la diffusion et travailler sur la visibilité. Donc, on a, nous, voulu créer un... Alors, moi, j'appartiens effectivement... c'est Hachette et Albin Michel, mais on n'a pas voulu travailler juste avec des livres de chez Hachette et Albin Michel. On s'est dit, on va travailler en éditeur audio, comme ça se fait en Allemagne. On va aller voir les éditeurs, on va aller acheter des droits, etc. Mais on veut proposer une offre de titres contemporains
de titres qu'on trouve au même moment sur les tables de librairie. Et ça a été vraiment notre axe de développement. On fait aussi quelques classiques, enfin, bon, je vous raconterai après, mais voilà, donc notre axe de développement, c'était dans les pays où le livre audio fonctionne, qu'est-ce que les gens veulent écouter? Certes, ils écoutent des classiques, etc., mais il y avait beaucoup d'offres de classiques, ce qui est qui est plus facile à aborder, mais les titres contemporains, les titres qu'on pourrait aussi bien lire, n'existaient presque pas. Assez peu, en tout cas. Il n'y avait pas un vaste choix. Et puis surtout, voilà, ils n'existaient pas au moment où les livres eux-mêmes sortaient. Donc il y avait un problème aussi de timing. Et donc on a vraiment dit, voilà, le livre audio, c'est une alternative au livre papier. On peut écouter à certains moments, etc. Voilà. Et donc il faut qu'on puisse trouver à peu près les mêmes choses en papier et à l'audio. Voilà, c'est un petit peu ce qui nous a conduit à développer ça, avec l'idée que le livre audio, c'est une forme de lecture et qu'on doit, un éditeur, et bon, j'appartiens à un groupe d'édition, mais se doit d'investiguer toutes les formes de lecture. 2008, c'était aussi le démarrage du livre numérique, etc. Tout le monde s'intéressait beaucoup au livre numérique. Le livre audio apparaissait aussi, quand on regardait ce qui se passait dans d'autres pays, comme un format d'avenir et porteur effectivement d'une dimension, et là on y reviendra, je veux dire une dimension artistique supplémentaire, voilà, autre chose, une autre forme de lecture. On reviendra d'ailleurs sur cette question-là du marché de l'édition en France, qui est différent en effet des autres pays anglo-saxons, américains. Patrick Madeb, du coup, si vous pouvez nous présenter voilà, la raison de la création de Sonobook. Ok. Alors moi, la raison, la première, c'est que je suis arrivé en 2006 et pas en 2009. Pardon? Non, c'est une plaisanterie. Moi, la raison, je suis arrivé par la production. Mais il se trouve que ma voisine de droite, si j'étais arrivé en 2008, j'aurais probablement pas créé la société d'édition. Mais comme je suis arrivé avant et que voilà, moi, en fait, je viens de la production, donc à l'origine, j'étais marqué par la guerre des mondes de Wells et l'émission de radio qui avait créé la panique aux États-Unis à la fin des années 30. Et voilà, donc j'avais envie, je me suis amusé avec quelques camarades comédiens à enregistrer un livre audio qui était Je suis une légende de Richard Madsen. Et de fil en aiguille, bon voilà, ça a intéressé des gens, des entreprises, dont ma voisine de droite, donc, qui m'a aidé à l'époque à démarrer. C'est pour ça que je dis que j'aurais peut-être probablement pas démarré la société 3 ans plus tard, puisqu'effectivement, ils étaient en recherche de nouveautés. J'amenais des livres de science-fiction qui faisaient partie un peu des grands chefs-d'œuvre classifiés de la science-fiction mondiale. J'ai fait aussi Martien Gaume. Et c'est vrai que j'ai lancé la société parce que j'avais des préachats sur mes premières productions. Et voilà, et de fil en aiguille, ça s'est fait. Mais ce n'était pas du tout prévu comme ça à l'origine. Donc je suis un petit peu arrivé là par hasard. Derrière, donc voilà, donc ma base de départ pour moi, ça a été la littérature de l'imaginaire, la science-fiction, mais au-delà, les classiques comme Verne, mais la science-fiction moderne aussi, puisque je produis même un auteur français formidable qui s'appelle Stéphane Przybylski, qui a écrit une tétralogie qui sera peut-être plus qu'une tétralogie à l'arrivée d'ailleurs, mais qui est formidable. Donc voilà, la vraiment base qui m'intéressait, c'était, je trouvais que les littératures de l'imaginaire se prêtaient bien à l'audio. Au départ, j'ai même fait des enregistrements complexes avec plein de comédiens, des bruitages, voilà, un petit peu à cheval entre la fiction radiophonique et la lecture simple et pure. Voilà, j'en suis un petit peu revenu parce que c'est très lourd à produire, c'est cher. Enfin bon, voilà. Donc pour l'instant, le marché se prête pas. Et puis il y a pas mal de gens qui sont pas, ça leur plaît, mais pas plus que ça, quoi. Donc c'était les bases de départ étaient littérature de l'imaginaire, contemporaine, classique ou pas d'ailleurs. Et puis les documents, parce que je suis moi-même
un gros lecteur de science-fiction et de littérature de l'imaginaire, hein. C'est comme ça que j'y suis arrivé, par goût personnel. Mais je lis aussi beaucoup de documents et j'ai remarqué, souvent la science-fiction ne se trompe pas beaucoup. Et dans Ender, par exemple, un type qui veut apprendre un petit peu l'histoire de l'humanité, écoute la nuit des documents qui lui racontent l'histoire. Voilà, donc je pensais aussi que les documents se prêtaient assez bien à l'écoute. D'abord, je souhaitais aussi amener en document des bouquins que les gens n'auraient pas forcément lus. Donc j'ai enregistré L'origine des espèces en intégrale, parce que c'est un bouquin que tout le monde connaît, mais vous posez la question autour de vous, vous vous rendrez compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont lu. J'ai enregistré aussi des grands classiques comme ça, des documents, mais aussi des documents modernes. La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Voilà, c'est des bouquins qui sont vraiment assez fondamentaux. Ce sont, L'origine des espèces, c'est la fondation de la biologie. Gustave Le Bon, c'est la fondation de la sociologie. Et puis derrière, j'ai fait des documents plus récents qui vont jusqu'au développement personnel, puisque c'est vrai que ça intéresse pas mal de gens aujourd'hui. Mais ma base, c'est quand même la littérature d'imaginaire, des documents assez sérieux. Bon, des fois, j'ai du mal à en trouver, mais qui sont vraiment très accessibles et qui sont assez fondamentaux. Et j'étais content de voir des commentaires qui, effectivement, confirmer l'intuition que j'avais eue concernant ces documents difficiles, des fois, qui étaient un peu plus faciles à appréhender quand on les écoutait. Mais alors, pourquoi vous dites que vous n'auriez pas créé Sodobook, puisque Mais vous n'êtes quand même pas sur la même parce qu'en 2009, Audiolive étant créé, si vous voulez, j'aurais pas eu les mêmes facilités. Voilà, donc à l'époque, bon, je ne vais pas rentrer dans un truc, Madame Lévy-Soussan était à un autre poste, dans une autre condition. Effectivement, à l'époque, mais c'est aussi pour ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'une offre éditoriale. C'est que moi, j'étais chez France Loisirs et je voulais lancer effectivement les livres audio et chargé de constituer une offre pour le proposer au grand public, etc. Donc on allait trouver effectivement des éditeurs, on leur faisait des achats, on faisait des précommandes, on faisait des achats et donc on aidait au financement de la production. Voilà. Et puis à un moment effectivement on s'est dit mais voilà, il vaudrait mieux qu'on soit éditeur nous-mêmes et à ce moment-là il y a eu cette création avec Hachette et on a fait nos propres titres, on a acquis, etc. Alors effectivement on a occupé une grande place puisqu'on s'est lancé avec une diffusion professionnelle, donc on a occupé une grande place en librairie. D'un autre côté, on a, je pense, aussi contribué à élargir. Oui, voilà, il y a les avantages et les inconvénients d'une concurrence, mais on a contribué à élargir les rayons et l'attention des libraires vis-à-vis du livre audio. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que vous avez tous les trois une identité forte en tant que maison d'édition. Sur les aspects techniques de production d'un livre audio, qu'est-ce qui fait que vous choisissez un livre pour produire un livre audio, qui est ce titre-là précisément? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez tel comédien pour lire le livre? Sur les aspects un peu des coulisses de la production de livre audio, Christine Villeneuve. Alors, en ce qui concerne les éditions des femmes, nous, on a une production qui n'est pas énorme, qui est beaucoup moins importante que celle d'Audiolib, par exemple. On édite à peu près une dizaine de livres audio par an. Et le choix se fait pour les textes, il est vrai que c'est très... soit on pense, si vous voulez, on n'a pas d'idée préconçue. En réalité, on pense souvent à des interprètes, d'une part. Et dans ces cas-là, on les sollicite et c'est vrai qu'on leur demande, par exemple, souvent quels sont les textes qu'ils aimeraient lire. Quand on discute, quand on parle de livre audio avec qui que ce soit, on arrive tout de suite sur les passions. Quels sont les titres qui vous ont marqué dans votre vie, qui vous ont fait découvrir la lecture, aimer la lecture? Il y a quand même toujours quelque chose qui tourne autour de ça. Et donc, quand on sollicite une comédienne, donc aux éditions des femmes, le parti pris est quand même de faire lire par des interprètes connus, de cinéma ou de théâtre, dans l'idée que c'est une accroche supplémentaire au texte, c'est-à-dire que des gens vont venir à un texte par la voix parce qu'ils aiment la personne, ils aiment l'interprète qui va lire. Ça, c'est une première chose. Et donc, c'est très souvent le cas. Par exemple,
Fanny Ardant lit La Duchesse de Langeais de Balzac, c'est elle qui a choisi de lire ce texte. On n'avait pas a priori imposé un texte. Et c'est souvent le cas. Et puis, pour les auteurs, eh bien, on a des... ce sont aussi des auteurs qu'on apprécie, qu'on a envie de faire connaître. Et également, je rejoins là pour le coup l'idée de rendre accessibles des textes qui ne sont pas forcément faciles d'accès en lecture. Je pense par exemple au texte de Jacques Derrida, dont on a fait 2 enregistrements, Circonfession et Feu la cendre, qu'il lit avec Carole Bouquet pour le premier, pour le second Feu la cendre, et Seul pour Circonfession, qui est un texte assez long et pas très facile d'accès, qui sont des textes qui marchent extrêmement bien en livre audio depuis le début. Ou l'histoire de la psychanalyse, qui est peut-être un texte plus, disons, plus grand public, mais néanmoins spécialisé, et qui, pareil, je pense que les gens l'écoutent parce que ça les intéresse, le sujet les intéresse, et en même temps, ils n'iraient pas forcément lire ce livre. Voilà, donc il y a cette approche. Et puis, il y a aussi des approches plus, je dirais, plus littéraires. Par exemple, nous avons fait plusieurs livres audio avec Charles Julier, le poète Charles Julier, et lui-même, le travail qu'on a fait avec lui, c'est un travail d'élaboration, c'est-à-dire que lui-même a fait une sélection de ses textes, il avait une idée en tête, il voulait, disons, il avait un fil, et c'est lui qui a choisi les différents textes qu'il voulait lire. C'est pas un livre en lui-même, ce sont des poèmes ou des textes poétiques qui sont issus de plusieurs recueils à chaque fois, ou parfois des spectacles vivants qu'on enregistre aussi. Hein, voilà, donc c'est parce que ce sont des textes qui nous intéressent ou qui n'existent, qu'on essaye de pérenniser, voilà, parce que pour en faire quelque chose qui se poursuit au-delà du spectacle lui-même. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas 50 éditeurs de livres audio, mais déjà à 3, on reflète quand même une bonne diversité des choix, etc. Donc, nous, c'est un petit peu différent, puisque on essaye de marier différentes approches dans le choix de nos titres. Je vous l'ai dit, donc on voulait avoir une offre de titres contemporains, de titres plutôt assez grand public, etc. Donc on va regarder quelles sont les meilleures ventes. Nous, on va plutôt raisonner en termes d'auteurs et en termes de livres. Hein. D'abord, on va choisir des livres. Donc, on s'est lancé avec Amélie Nothomb, Éric Emmanuel Schmitt, Marc Lévy, etc. Donc, tous des titres dont on sait que les gens les achètent, les lisent, et les lisent beaucoup, que ce soit en bibliothèque ou en librairie. Donc ça, c'était vraiment le socle de notre offre. Et puis, bien sûr, comme on est éditeur et qu'on est de toute façon tous, à tous les niveaux, passionnés par les livres, eh bien, il y a aussi, on a des choix avec nos goûts personnels de lecture. Et voilà, on va avoir envie aussi d'avoir une offre qui n'est pas juste une offre de titres de très grande diffusion, mais certains titres qui représenteront nos choix éditoriaux, nos coups de cœur, etc. Après, on va chercher les comédiens, les voix. Et nous, on a aussi une approche un petit peu différente. Bien sûr, ça nous arrive de travailler avec des têtes d'affiche. Mais quand on nous dit, est-ce que vous prenez un comédien connu ? Le problème des comédiens connus, c'est que qu'est-ce qu'on entend par connu ? Les gens vont pas tant que ça au théâtre. Or, les bons comédiens, les bons lecteurs sont des comédiens de théâtre en général. Quand on dit connus, c'est des gens de cinéma. Or, souvent, les comédiens qui font du cinéma ne sont pas forcément formés à la lecture d'un livre. Alors, quand ils ont fait du théâtre, bien sûr, ils savent. Et donc, il y a énormément de comédiens de théâtre qui savent très bien lire, etc. Donc, nous, on privilégie effectivement la lecture, la technique de la lecture, de rentrer en immersion dans un livre et tout, ce qui n'empêche pas de temps en temps pour tel ou tel classique d'avoir la même démarche que les éditions des femmes en se disant il y a tel livre de Stefan Zweig, qu'est-ce qu'on verrait là-dessus, ou de parler avec un comédien, de rencontrer Mesguich et de l'entendre lire La Chambre claire de Barthes, et on lui dit ah bah oui, ça il faut l'enregistrer absolument. Donc on essaye de mélanger comme ça différentes approches. Donc des fois on part effectivement d'une rencontre comédien-texte.
D'autres fois, en général, on part plutôt effectivement de l'œuvre, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et puis on va chercher dans les voix, en travaillant avec les studios, etc., quels comédiens, quelles comédiennes. Maintenant, on commence à avoir une grande pratique. Je crois qu'on a travaillé avec quelque chose comme 400 comédiens. Voilà, donc on va associer ça, et puis on va se lancer dans la production. Avant de passer la parole, je voudrais juste rajouter quelque chose. Nous, on essaye aussi on fait des expériences aussi. Par exemple, là, on a enregistré l'Iliade des femmes. Enfin, c'est une proposition qui nous a été faite par un helléniste français qui s'appelle Emmanuel Lascaux, qui est très, très soucieux de la transmission des langues anciennes, notamment aux jeunes, enfin, mais par l'oralité. Et donc, il nous a fait une proposition qu'ils nous ont fait en duo avec Daniel Mesguich et qui est assez originale. Et c'est un CD qui est en grec ancien. Et il a fait une transposition, une traduction française. Et donc, c'est à deux voix, grec ancien, ce qui donne, qui permet d'entendre la psalmodie. Et c'est, disons, un projet presque improbable, on pourrait dire ça comme ça, en termes commercial. Et en fait, c'est un CD qui marche pas mal finalement parce que ça répond quand même à une certaine curiosité, peut-être même il n'y a rien tellement d'équivalent. Et voilà. Donc je pense aussi que dans les choix qu'on fait aussi au niveau des textes classiques, on a quand même ce souci-là, puisque ici on est aussi dans un cadre avec des gens qui sont des professionnels de l'enseignement et de la transmission, le souci justement de donner un accès à des textes de la littérature qui sont enseignés à l'école, dans les lycées, etc., et auxquels les enfants parfois sont réfractaires, mais qui en même temps, peut-être par le biais de la lecture à voix haute, de les entendre, leur permettre d'y accéder d'une manière différente. Alors concernant ça, moi, privilège de l'indépendant, moi je ne produis, puisque je suis aussi producteur, c'est-à-dire que c'est moi, j'ai un studio, j'enregistre, je produis intégralement les livres du début à la fin. Donc comme je vais passer beaucoup de temps avec, je n'édite jamais un livre qui ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours très judicieux, peut-être financièrement, mais au moins c'est clair. Donc, il faut que j'y croie, même si ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà, si le bouquin ne me plaît pas, je ne le fais pas. D'autre part, concernant les livres, découlant de ça, pour moi, la vraie star, c'est le livre. C'est ni le lecteur, ni le machin, c'est le livre. Donc, effectivement, il faut des gens qui savent lire. Maintenant, concernant la lecture, moi, j'essaye de travailler aussi pour une certaine pérennité. C'est-à-dire que je serais très satisfait si dans 20 ans, quand on écoute mes productions, on a autant, voilà, on continue à pouvoir les écouter. Parce que les interprétations trop marquées vieillissent très vite. Amusez-vous à aller écouter certaines lectures par des acteurs de la comédie française des années 60. Vous verrez, ça fait mal aux oreilles. Hein. Donc voilà, donc il faut se méfier des modes du moment. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de bons comédiens partout en France. Ici, moi, j'enregistre à Bordeaux, donc il y en a ici aussi. Et j'ai fait des castings, j'ai choisi des gens. Voilà, moi, j'ai une certaine approche aussi bien éditoriale que de production. Voilà, je veux des voix qu'on entend, je veux pas de trucs trop surjoués, je veux pas, voilà, bon, ça c'est ma façon de faire, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est ma façon d'appréhender la production d'un livre. Concernant, c'était quoi la question? J'ai répondu. Bon, ben j'ai fini. Non, ma question, c'était bien qu'est-ce qui fait que vous choisissez un livre et puis ensuite, comment vous choisissez un interprète. Donc, c'était intéressant de voir que vous avez quand même 3 approches un petit peu différentes. Ça peut être par le biais de l'interprète ou par le biais du livre ou par les deux, finalement, parce que c'est ça aussi les éditions des femmes, hein, la bibliothèque des voix, c'est-à-dire que le texte est intéressant en lui-même. Et puis, c'est vrai que la voix peut apporter une autre clé d'entrée pour le public. Je m'excuse, sur la voix, je pense qu'il est quand même très important
que, comme une bonne traduction d'un bouquin étranger, il faut respecter le livre. Donc, c'est très bien. Si vous voulez, sur un mauvais texte, voir Les Enfants du Paradis, c'est pas très grave qu'un comédien se mette à faire n'importe quoi pour sauver un naufrage. Mais quand on a un texte majeur, là je pense par exemple à L'Origine des espèces, qui a été traduit par un monsieur Edmond Barbier formidable, hein, qui n'a pas essayé de mettre sa patte personnelle sur un bouquin majeur. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'on a une vision parfois peut-être parmi le grand public. Donc ici Voilà, on connaît bien le livre audio, mais d'un livre qui serait très interprété, peut-être avec un habillage sonore aussi important. Et en fait, on se rend compte aussi dans chacune. Oui, il y a différentes effectivement maisons d'édition, etc. Mais je crois qu'en général, effectivement, on s'attache tous. Et je crois que le rapport avec la traduction, c'est vraiment pas faux. C'est-à-dire qu'il y a forcément une interprétation. On ne demande pas à un comédien d'annoncer un texte parce que ce ne serait pas le servir le mieux, mais c'est effectivement d'être un des premiers lecteurs du texte et de permettre des lectures multiples, c'est-à-dire ne pas non plus complètement interférer, puisque c'est aussi, on en parlera avec l'étude, c'est aussi un reproche qu'on peut faire au livre audio, de dire mais ça m'empêche d'avoir ma lecture. Non, c'est vraiment de porter le texte, et quel que soit le texte, hein, je veux dire, peut être des grandes œuvres littéraires, comme ça peut être des romans de divertissement, mais c'est vraiment de le porter à la juste distance, quoi. Et effectivement, de savoir s'effacer. Bon. Et de temps en temps, effectivement, si on travaille avec Lucchini, on sait qu'il ne s'effacera pas, et on le prend pour ça. Mais c'est autre chose. Voilà. Oui, nous, enfin, je veux dire, on a absolument le même souci. Je pense que l'idée, c'est aussi de faire entendre la voix du texte. Ça sera peut-être un des thèmes abordés à un autre moment dans une autre table ronde, mais un texte dit à voix haute, on entend, disons, une voix. Enfin, il est souvent dit que les auteurs eux-mêmes lisent leur texte à voix haute avant de commence par ça. Donc c'est toute une, enfin voilà, c'est effectivement des entrées multiples, et vraiment les interprètes sont au service quand même, enfin disons, du texte. Il ne s'agit pas évidemment de faire de surjouer le texte. On n'est pas, enfin voilà, c'est pas du tout ça. Chez Audiolib, vous avez sorti, je crois, le dernier livre d'Amélie Nothomb en même temps que sa sortie papier. Qu'est-ce qui fait qu'on parvient à sortir justement le livre audio en même temps que le livre papier, sachant que le livre audio, donc, ça prend un certain temps quand même à être produit? Oui, alors ça, c'est effectivement des questions de décision et puis de bon rapport avec les maisons d'édition. C'est-à-dire qu'il faut être au courant de ce qui va paraître. Bon, c'est vrai qu'Amélie Nothomb, en gros, ça fait 10 ans qu'on fait, voilà, c'est Albin Michel, c'est notre partenaire. Oui, mais c'est pas toujours, ça se passe pas toujours de façon simple, hein. Par exemple, là, je sais pas moi, enfin bon, je vais pas prendre d'exemple, mais voilà, donc Amélie Nothomb, chaque année, elle écrit avec une régularité de marronnier. Elle a son livre qui sort fin août. Voilà, donc ça, on se dit qu'on n'a même pas besoin de le lire. On connaît l'auteur, on sait que voilà, le type de livre. Et donc, en juin, on reçoit le texte, on l'enregistre pendant l'été, et on est voilà. Donc, parce qu'il faut pour faire un livre en simultané, il faut aussi pouvoir le travailler. C'est-à-dire non seulement il faut l'enregistrer avant, donc que l'éditeur accepte de nous donner le texte final, le BAT, enfin le texte bon à imprimer suffisamment avant, mais il faut qu'on soit informé que le livre va paraître, pouvoir le présenter à nos commerciaux. Donc ça veut dire qu'il faut commencer le travail quand même, en gros, entre 4 et 6 mois avant, au moins être informé. Donc c'est ce rythme-là qui nous empêche de temps en temps d'être plus réactifs. Mais donc il y a des auteurs comme ça, on est informé, on n'a pas de questions à se poser, on va le faire. D'autres pour lesquels, non, les éditeurs ne veulent pas sortir. Par exemple, le Dan Brown, en gros, il y a un embargo. Voilà, on va le sortir plus tard, quoi. On va le sortir en fin d'année. Et là aussi, on savait qu'il allait sortir, et on l'a eu en même temps que tout le monde, le jour de la parution. Mais là, on avait prévu le studio, le truc, et donc tout était prêt. On avait pu avoir une fiche argumentaire et tout, mais sans rien à argumenter. Donc tout était prêt pour l'enregistrement, et on le sort en gros un mois et demi après l'éditeur. Bon. Et puis sinon, on va attendre la sortie du livre. On est informé des programmes, on sait que tel auteur va sortir un livre. Eh bien, à ce moment-là, on
on aura à peu près entre 3 et 6 mois d'écart, quoi. Mais on essaye, c'est vrai, par exemple, et à chaque rentrée, c'est un petit peu un sport. Bon, l'année dernière, on était très contents d'avoir pu, dès le mois de juin, voilà, écouter Gaël Faye présenter son livre et se dire, ah ben, là, il y a vraiment quelque chose, lire le livre et se dire, bon, là, il faut qu'on le fasse, d'accord, c'est un premier roman, mais il y a quelque chose avec ce livre. Et là, ben, on était juste à la rentrée, à l'enregistrer avec Gaël Faye. Et on l'a sorti au moment où il a eu son concours des lycéens. Donc là, on était vraiment contents, quoi. Mais c'est pas toujours comme ça. Donc on essaye effectivement d'être aussi dans le bon timing, d'être dans le timing où les gens vont avoir envie d'écouter le livre. Et on voit là-dessus qu'il y a une progression sur les productions littéraires contemporaines, hein, entre le moment où le livre papier sort et le moment où le livre audio sort. Quand j'ai rédigé mon mémoire sur le livre audio, j'ai été assez étonnée de voir qu'il y avait très peu d'écho parmi les journalistes, parmi les émissions télévisées autour du livre audio. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que, si je ne me trompe pas, il n'y a que le magazine Lire qui propose des critiques mensuelles de 3 livres audio chaque mois. Est-ce que vous connaissez d'autres magazines, d'autres émissions ? Oui, alors effectivement, ça c'était un petit peu le problème. Donc, quand on s'est lancé, il y a eu, les journalistes en parlent plus sous l'angle toujours de marché. Alors voilà, est-ce que le marché, est-ce que ça progresse, est-ce que ça, voilà, c'est plus les aspects économiques qui intéressent, ou alors la technique, effectivement, le téléchargement, le numérique et tout. Mais rendre compte d'un livre audio, etc. On a un petit peu, mais je crois que le livre de poche ou le DVD a à peu près la même problématique. C'est pourquoi parler d'un livre audio, puisque on a déjà parlé du livre. En gros, vous arrivez après, ou vous arrivez, mettons, peu après, enfin même 15 jours après, vous arrivez après, mais on a déjà parlé du livre, donc qu'est-ce qu'on peut dire, quoi. Et ça vient du fait qu'effectivement, la pratique du livre audio n'est pas encore très répandue, ça se développe, et maintenant on peut rencontrer des journalistes qui en écoutent. Mais voilà, donc ce qu'il faut, c'est écouter et pouvoir éventuellement non seulement parler du livre, si on ne l'a pas encore fait, et des fois, ça, c'est un prétexte justement à revenir, notamment quand les livres sont lus par les auteurs. Là, ça peut intéresser les journalistes, des livres qui sont lus par des auteurs ou des livres, et c'est pour ça qu'on le fait aussi des fois, des livres qui sont lus par des grands comédiens. Alors là, brusquement, ils s'y intéressent parce qu'il y a un petit côté paillette. Quand on avait fait un livre de Juliette Binoche, qui était Dernier fragment dans l'Envoyage, qui n'était pas le livre le plus rigolo de la Terre, c'était un très beau livre de Christiane Singer. Ils s'y sont intéressés parce que c'était Juliette Binoche, hein. Le sujet était grave, mais voilà. Et c'est, en plus, elle avait, un peu comme pour les livres des éditions des femmes, elle avait un message à transmettre, elle n'avait pas choisi ce livre par hasard, etc. Mais donc, le fait de dire, voilà, on écoute un livre et puis on va aussi parler de sa lecture, c'est quand même assez rare. Donc, effectivement, à lire, ils le font. Et il y a un livre aussi, en Belgique, dans Le Soir, qui est l'équivalent du Monde en Belgique, il y a un journaliste qui dirige la rubrique livres et qui aime les livres audio, qui en écoute. Il a une femme qui en écoute, il fait de la voiture, etc. Et on l'avait rencontré, il dit OK, on faisait une chronique. Et là, on a une chronique hebdomadaire de livres audio. Ça prend pas beaucoup, une petite colonne, enfin une demi-colonne. Comme des fois, il y a le poche, il y a le machin. Ben là, il y a le livre audio. Et c'est vrai qu'on n'en demanderait pas plus. Voilà, à la presse de dire, voilà, de temps en temps, alors de temps en temps, dans la presse aussi régionale, il y a de temps en temps des articles, etc. Mais voilà, donc c'est beaucoup de travail, en fait, c'est beaucoup de travail pour effectivement attirer cette... parce que c'est bien d'être mentionné ou de dire, bah tiens, il y a le Bojangles qui est sorti, ou mais c'est de dire aussi comment c'est lu, quoi, enfin, d'essayer. Et ça, amener des gens à écouter, c'est tout un travail. Alors moi, je serais plus nuancée parce que en fait, on a quand même les éditions des femmes ont ouvert la voie au livre audio. Donc quand la collection a été créée, il y a eu quand même pas mal de presse. Et là, justement, comme il y a beaucoup d'études et notamment d'étudiants qui s'intéressent au livre audio maintenant, on ressort toutes ces archives et on s'aperçoit quand même qu'il y a eu quand même pas mal de presse. Et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec ce constat, encore que il y a certains livres audio, nous, pour lesquels, c'est vrai, plutôt du côté des auteurs qui sont quand même, qui font l'objet de quelques critiques parce qu'ils apportent quelque chose. C'est vrai qu'un auteur qui lit son texte, c'est quand même
toujours intéressant. Et, mais on a eu, nous, par exemple, à une époque, Fanny Ardant a été reçue à Vivnon Dimanche pour un livre audio qu'elle avait fait aux Éditions des Femmes. Donc je dirais qu'il y a eu, on a défriché un terrain, ça a été très difficile en termes de diffusion, d'accueil en librairie, où on nous disait non, le support fait qu'on va plutôt chez des disquaires, que c'est un produit pour les disquaires, et à l'époque où il y avait encore des disquaires, et puis les disquaires nous disaient non, c'est de la littérature, donc ça ne concerne absolument pas nos rayons. Donc tout ça, il a fallu quand même défricher, et ça a été quand même un travail assez difficile. Mais on a quand même eu parfois, justement, alors peut-être parce qu'il n'y avait pas énormément d'éditeurs à ce moment-là, quelques émissions, un accueil au livre audio. J'ai eu, moi, parfois le sentiment qu'on a un peu régressé de ce côté-là. Mais voilà ce que je dirais. Non, mais c'est vrai. Moi, effectivement, ça a régressé. Non, moi, effectivement, en démarrant, j'ai eu un sujet sur Télématin, à cause du téléchargement, d'ailleurs, probablement, qui est effectivement une nouveauté du moment. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable, parce que là, on parle de presse, mais là où c'est absolument incroyable, c'est dans les radios. Voilà, c'est ça. Là où il y a vraiment, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant de voir France Culture qui soutient un prix du livre audio et qui n'a pas une rubrique sur le livre audio dans toutes ses antennes. Tout à fait. Et Dieu Alors sait qu'en Allemagne, la radio est très, très présente. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Alors je pense que, surtout que c'est de l'argent public. Ça mériterait un petit peu d'ouverture, hein, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, ça viendra probablement plutôt du privé, je pense. Mais ça viendra, quand ça viendra, ça viendra Internet, fort. Quand même. Il y a Internet, il y a Actualité qui en parle régulièrement. Il y a du blog, il y a des journaux sur Internet, effectivement, qui vont chroniquer, qui vont... ça va partir un peu d'usagers. Oui, si je disais ça, c'est parce que notamment dans les pays européens comme l'Allemagne, il y a même des magazines entièrement consacrés aux livres audio et qui chroniquent justement les sorties. Florence, tu me fais passer signe. la parole au public pour quelques questions. J'en profite pour saluer la présence d'Actualité, justement, dont le rédacteur chef est parmi nous aujourd'hui, ce qui témoigne tout de même de l'intérêt, au moins de la presse Internet, pour ce support. Oui. Je tiens à dire qu'on a commencé en retard. J'avais d'autres questions. C'est vrai. Mais on va passer la parole en effet, parce que c'est toujours le plus intéressant. Vos questions, vos remarques. Merci de vous présenter quand vous prenez la parole. Oui, je suis Josette Bory de la librairie Georges à Talence. Je voulais savoir si vous avez quelquefois eu des liens avec un éditeur de livres papier, lui proposer de mettre sur un accès avec un QR code, par exemple, à la version enregistrée avec un comédien que vous proposez sur le marché. Est-ce qu'il peut y avoir des relations vous pourriez être un peu publicitaire du livre à travers un petit bout d'enregistrement? C'est étonnant de voir quelquefois des enfants à qui on va lire le début d'un livre et qui vont avoir envie de poursuivre la lecture. Oui, alors ça s'est fait de temps en temps. Nous, par exemple, on l'a fait, mais c'est assez compliqué parce qu'au moment où le livre est imprimé, il faut le prévoir, Donc on l'a fait avec certains livres de poche, on l'a fait avec certains livres Albin Michel, je sais pas, les Marie Ginsclark, à un moment 4e de couverture. On leur dit, il y a la version audio, il y a un QR code, il y a un lien vers l'essai et tout. Vous avez raison, ça pourrait effectivement se multiplier, oui. Si je peux rajouter quelque chose, à la fin de mon mémoire, justement, je fais une conclusion un petit peu futuriste en imaginant le futur du livre qui serait de pouvoir avoir le livre papier et puis quand on marche pour aller prendre le transport, pouvoir tout de suite avoir la version audio de la suite de son livre. Alors le futur existe, hein. Le futur existe chez Amazon, je crois, aux États-Unis. Sur le Kindle aux États-Unis, où effectivement, c'est ce qu'on peut faire. Mais le futur, si on ne veut pas tout dématérialiser, moi, j'essaye de le prévoir avec des supports qui ne soient plus des CD. Parce qu'effectivement, je croise sans arrêt des personnes qui m'expliquent qu'ils écoutent des livres audio en voiture et qu'il n'y a plus de lecteurs de CD, que sur tous les ordinateurs, maintenant, les lecteurs de CD sont supprimés. Donc, sachant que dans le livre audio, on fait en plus
des CD MP3, parce que c'est très long. Bon, à part peut-être les éditions des femmes qui fait des extraits, mais quand on fait voilà, les livres audio, c'est souvent très long, hein, ça va jusqu'à 20 heures, 30 heures, 35 heures, enfin bon, voilà. Donc c'est sur des CD MP3 qui ne sont pas des CD audio lisibles sur les platines de salon qui peuvent être encore restées chez les gens. Oui, sur les petits blocs, oui, mais enfin voilà, donc, mais même ces platines. Bon, enfin voilà, donc c'est un produit un petit peu hybride. Donc, de toute manière, voilà, le CD, visiblement, les fabricants ont décidé que ça leur plaisait pas et qu'ils veulent le supprimer, hein. Autrement, supprimer tous les lecteurs partout, c'est pas. Alors voilà, donc nous, on a essayé d'appréhender ça en essayant un nouveau support qui est la carte USB, effectivement, qui sera, elle, lisible partout. Des ports USB, il y en aura encore dans 20 ans, voire dans 30 ans ou plus. Et il y en a même qui arrivent un peu partout dans la domotique. Donc voilà, on essaye de prévoir ce futur. Oui, moi je pense qu'effectivement, de toute façon, le CD, et on le verra aussi sur l'étude, c'est vrai que le CD disparaît de plus en plus, mais enfin, il y a quand même encore de la musique, il y a quand même encore des CD. Et je pense que ça peut durer encore quelques temps en parallèle, effectivement, de la dématérialisation. C'est vrai que pour le son, la dématérialisation est beaucoup plus évidente que pour le livre, puisque, livre, papier, e-book, c'est pas du tout le même support, tandis que le son, on est déjà dans du dématérialisé. Simplement, effectivement, le CD permet de la transmission. Alors, ça peut être effectivement une clé USB, mais le CD permet justement en bibliothèque de l'emprunt. Le CD, on le verra, c'est un objet de cadeau. Et je sais qu'en Allemagne, par exemple, tout le monde ne renouvelle pas sa voiture, je veux dire, et il y a plein de gens. Enfin, moi, je circule encore dans une voiture où il y a lecteur de CD qui est quasiment derrière. Enfin bref, aux États-Unis, les États-Unis ont été le dernier pays à continuer à faire des cassettes parce que les gens qui faisaient de la route écoutaient des livres audio sous forme de cassettes. Et donc les cassettes ont disparu, mais très très tard aux États-Unis. Et en Allemagne, par exemple, les CD, ils ont fait un lobbying avec les constructeurs de voitures pour pouvoir garder le CD et garder les lecteurs de CD. Et ils sont aussi effectivement maintenant passés au MP3 parce que le MP3 a permis de baisser des coûts de fabrication, hein, de pouvoir stocker. Mais donc je pense qu'effectivement, et puis pour la jeunesse, on n'a pas parlé de la jeunesse, là on est plutôt livre du adulte, mais c'est vrai que pour la jeunesse, je veux dire, il y a beaucoup de CD encore et il y a beaucoup de... Voilà, mais parce que c'est court, mais il y a beaucoup de lecteurs de CD, etc. Donc je pense que c'est vrai qu'on va vers de la dématérialisation, mais je pense que les deux vont continuer. Je veux dire, de toute façon, on raisonne toujours à 4-5 ans, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va après. Je veux dire, voilà, on invente. Il y a 10 ans, quand on a commencé, il y avait c'était le début des smartphones, quoi. Maintenant, tout le monde est équipé de smartphones. Donc, ça va très vite, effectivement. Alors c'est quand même un problème dans la production de livres audio, cette question technique, parce qu'en fait, des supports différents et suivant les générations et enfin les habitudes et les pratiques se côtoient. Voilà. Et donc, à faire un produit unique adapté à tout le monde, c'est quasiment impossible. Donc, oui. Et donc, d'où l'idée de la multiplicité de formats physiques, dématérialisés, etc. Mais nous aussi, on a fait des cassettes et on les a gardées très, très longtemps, même si on n'avait pas beaucoup de gens, mais on avait encore des gens qui nous demandent. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous demandent des cassettes, hein, je vous signale. Vu que ça revenait à la mode, les cassettes. Donc, on nous demande, alors avec un son qui est plus ou moins stable, on les teste, hein, nous, les cassettes qu'on a gardées, parce que bon, on ne sait pas très bien si le son est encore la bande. Mais, et pareil, il y a des gens qui sont absolument opposés au MP3. Moi, là, sur la. Oui, enfin, nous, la l'Iliade des femmes, on nous a, Mesguich et Lascaux, ils nous ont dit non, on ne veut pas un son compressé, on veut un son comme ci et comme ça. Donc, il y a encore des questions. C'est vrai que nous, aux éditions des femmes, on ne fait pas des formats de 30 heures. Ça, c'est clair et net. Je pense que l'audio le plus long qu'on ait enregistré, ça doit être 12 ou 13 heures. Ça doit être Nathalie Sarraute. Et c'est vrai qu'on a fait un MP3 forcément, mais on a encore quand même de l'audio non compressé. 12 ou 13 heures, c'est effectivement un livre de 300 pages. Bon, c'est moyen, enfin, je veux dire, c'est 300, 350 pages. Mais c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de livres. Je sais pas, un roman policier, c'est 450 pages, donc c'est tout de suite 20 heures, quoi. Donc, et on ne veut pas, nous, on se refuse absolument, et je crois que tous les éditeurs le font maintenant, à couper dans les textes, hein. On est vraiment en version intégrale. Ou alors, effectivement, comme on disait l'autre jour, c'est l'auteur qui a voulu faire une version, un montage. Et là, c'est autre chose, effectivement.
revenir sur cette histoire de dématérialisation, parce que c'est quand même un truc important dans la mesure où... On va en parler à la table ronde suivante. Oui. D'accord, ok. Enfin, 2 mots quand même, je veux dire, il est important, tout le monde ne parle que de dématérialisation. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui poussent à ça, parce qu'effectivement, ça les arrange bien. Mais je pense que globalement, tout le monde n'a pas envie d'avoir tout dématérialisé et qu'il est très important d'essayer de conserver des objets, parce qu'on a besoin dans une société d'avoir des objets, d'avoir un contact avec un produit, particulièrement culturel d'ailleurs, parce que il y a de l'affectif là-dedans qui rentre. Bon voilà, donc ça me paraît très important, c'est pour ça qu'on est en train de faire des expériences pour essayer de pérenniser un objet dans les 20 prochaines années à venir. Je serai peut-être mort d'ici là, mais bon, on verra bien. Et d'ailleurs, en bibliothèque, on voit bien, on a des lecteurs qui viennent et qui prennent uniquement l'ancien format CD, qui n'ont pas de lecteur MP3. Est-ce qu'on a le temps pour encore dernière question dans la salle? Bonjour, Antoine Horry pour le journal Actualité. Du coup, je me demandais si, dans le cas d'un texte adapté en livre audio, l'éditeur et l'auteur du texte original avaient un droit d'écoute en fait sur le livre. Et comment ça se passait? Est-ce qu'on leur envoie des extraits? Parce que j'imagine que ça se fait pas à la fin, parce que s'il faut tout refaire, est-ce qu'il est possible de refaire certains passages? Est-ce que ça s'est déjà présenté? Alors, en fait, on en convient dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, on sait si l'auteur veut intervenir dans le choix du comédien. Mais en général, je dirais que c'est plutôt notre métier d'éditeur. C'est-à-dire, on ne demande pas à un auteur qui va être traduit, forcément, lui, de choisir son traducteur. En revanche, s'il connaît un traducteur et qu'il a envie de travailler avec lui, eh ben, on va respecter ça. Nous, on fait la même chose pour un interprète. Il y a des auteurs qui s'intéressent à leur traduction ou qui veulent lire eux-mêmes, et à ce moment-là, ils nous le disent, et à ce moment-là, on va faire un test en studio et on va voir si l'auteur peut tenir effectivement la route, surtout si c'est un texte long. Et s'il veut intervenir dans le choix du comédien, là, on va lui faire comme on fait nous-mêmes, c'est-à-dire parvenir un casting sur son texte et avec quelques voix que nous, on aura préchoisies, parce qu'il n'y a pas juste la voix, il y a aussi le fait aussi là, de tenir la durée, d'avoir un bon rythme, etc. Et donc, on va lui faire choisir, et il va participer, il va choisir la voix. Et puis, voilà, à partir du moment où il a choisi sur le casting, là, on reprend en charge, nous, la production. Il nous est jamais arrivé d'avoir un auteur qui nous dit ah ben non ça. Enfin, on essaye de baliser les choses avant, parce que se lancer dans une production, c'est vraiment plusieurs heures, etc. Et nous, en tout cas, ça ne nous est jamais arrivé d'avoir un auteur qui nous dit non en cours de route, quoi. On essaye vraiment de voir ça avant ensemble. Juste une deuxième chose, pardon. Je me souviens plus. Pour l'auteur original, il est payé comment par rapport au livre audio? C'est un pourcentage? Il a quelque chose sur l'achat de droits à la base, ou ça se passe comment? Pour les droits d'auteur? Oui, bah on achète à l'éditeur. En fait, en général, l'auteur est représenté par son éditeur à qui il a donné qui gère ses droits, que ce soit audio, traduction, etc. Ou des fois, il laisse ses droits à un agent, ça c'est encore autre chose. Et on lui paye à la fois un avaloir, c'est-à-dire une avance sur droit, et un pourcentage de droit. Donc c'est les deux, quoi. Il y a un montant fixe et un pourcentage sur la vente physique et sur la vente numérique.